Bonjour, je suis Patrick Delarive. Faites attention, ils commencent déjà par essayer de vous perturber. Ils sont terribles. Non, on n'est pas terrible, on est spontané. Ça, c'est la génération spontanée, pas toi, Patrick. Bon, on a le même âge. Allez. Ouais, moi, j'ai un peu plus de bide que lui, tu vois. Oui, mais toi, c'est peut-être parce que tu consommes trop de ma boisson préférée. Bon, sérieusement. Patrick, comment est-ce que tu es arrivé dans les milieux de l'immobilier? Pour moi, la vie, le quotidien, c'est d'aller d'un point A à un point B. Et puis, durant tout ce chemin, objectivement, on fait que de gérer des emmerdes. On gère des emmerdes au quotidien. Et généralement, plus on a d'emmerdes à gérer, plus on est payé. En fait, ça, c'est un peu ma manière de voir les choses. Et puis, mais par contre, alors pourquoi faire tout ça en fait? Pourquoi faire ce chemin s'il n'y a pas le plaisir? Le plaisir pour moi, c'est les rencontres. C'est les rencontres que je fais tout au long de ce chemin. Et puis, lorsqu'on fait une rencontre, de manière générale, on peut rester passif, on peut penser à ce qu'on va dire, on peut écouter sans forcément entendre. Et puis, il y a l'autre solution, c'est de rentrer dans l'univers de la personne. C'est de rentrer dans l'univers de la personne, de la découvrir, de s'intéresser à elle. Et en rentrant dans son univers, en fait, ça c'est le constat objectif de mon parcours, en rentrant dans l'univers de cette personne, cette rencontre, elle va possiblement à un moment donné permettre de découvrir une passion, la passion de l'autre, que l'autre va transmettre. Et puis, en attendant de trouver la passion, il y a tout un tas d'opportunités qui se présentent. Et vu qu'on est ouvert, on les voit et on peut les saisir. Et c'est ça qui m'a amené de services financiers il y a 25 ans quand je me suis mis à mon compte et qui m'a permis de rentrer dans l'immobilier un jour parce que j'ai une rencontre, cherchais un objet bien particulier. Alors au lieu d'aller simplement le confier à un courtier immobilier, j'ai décidé de faire une promotion immobilière. C'est un peu ça. Voilà. Pascal, Patrick gère les emmerdes. Toi, tu adores les emmerdes, en fait. Tu les cherches. Ouais, non, je ne cherche pas tant que ça. Non, c'est plus... ouais, ta question, elle est hyper space, là, mais... C'est le chaos. C'est le chaos en permanence. Dans les années 90, on appelait la gestion par le chaos. Toi, tu ne peux pas vivre sans chaos. Bon, ça se traduit pas mal, parce que quand tu arrives dans nos bureaux, déjà, tu vois que c'est un petit peu le buzzier, donc tu comprends un peu le chaos dans lequel on est au quotidien, mais ça fait aussi partie d'une certaine organisation, tu vois. Je veux dire, tu peux avoir ton bureau avec plein de choses dessus, mais si tu arrives à retrouver le bon post-it, parce que tu sais qu'il est à tel endroit, c'est que tu as quand même un ordre dans ton chaos. Donc, dans ce fameux chaos, on a quand même un certain ordre qui fait que derrière, ça délivre. Ça, c'est le plus Il n'a pas important. vu mon bureau. Toi, tu n'aimes pas qu'on parle de clients. Coca, puisqu'il s'agit de Coca, une entreprise à succès, n'a pas de clients. Elle a quoi alors? Alors, comme tu le disais justement avant, en fait, pour moi, c'est simplement une dénomination qui est différente. Tu ne parles pas de client parce qu'en fin de compte, être un client, c'est quelqu'un qui va respecter une certaine condition quand il va venir acquérir quelque chose chez toi, comme dans un magasin. Par contre, quand tu as un caucasien, puis que c'est un pote, parce que pour moi, un caucasien, Caucasien, hein? Pour moi, un caucasien, c'est quelqu'un qui est un membre de la communauté. Et si un membre de la communauté a un problème, c'est comme si, je sais pas, tu as un de tes potes qui a un problème, tu vas te défoncer pour résoudre ce truc. Et là, c'est un petit peu le même cas. Surtout si c'est une femme. Hein. Un peu plus, ouais. Après, l'idée, c'est vraiment d'offrir justement cette approche qui est complètement différente, puis de dire, voilà, en étant caucasien, je te considère comme un ami, donc je vais t'offrir quelque chose de mieux que si c'était un pur client, en fait. C'est ça, pour moi, la grande différence. Et il y a un échange qui est vachement plus proche et vachement plus intéressant aussi. Ce qu'il y a d'original aussi, et c'est souvent ce qui est relevé par les médias, c'est que ton caucasien peut te proposer. Et c'est un peu l'initiateur des affaires, si j'ose dire. Tout à fait, tout à fait. C'est clair que le caucasien peut faire des suggestions en disant ouais, écoute, ça serait cool si tu pouvais nous trouver un produit X ou Y. Et puis quand on voit qu'il y a à peu près, je sais pas moi, 500 personnes qui veulent le même produit, on prend notre bateau de pèlerin, on va discuter avec la marque en question, et puis on essaie de trouver un arrangement en leur disant écoutez les gaillards, là, nos caucasiens ils sont chauds bouillants, on aimerait bien leur proposer un truc sympa, puis on envoie du lourd, quoi.
On envoie du lourd, ça veut dire on obtient un certain nombre d'objets à un certain prix? Ouais, plus ou moins, plus ou moins. C'est un petit peu différent, mais ouais, c'est un petit peu dans cette optique-là. Ouais. Cette manière de fonctionner, Patrick, c'est quelque chose qui te parle, qui Oui, serait possible pour toi? je crois que Pascal a été visionnaire dans la mise en œuvre de ce modèle, hein, modèle qui existait par ailleurs, hein, déjà auparavant, mais en tout cas la mise en œuvre ici, d'avoir eu le courage de mettre en œuvre son business. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, la relation avec le consommateur en fait a beaucoup évolué. J'ai eu l'occasion de le dire dans différentes interventions que je fais dans des conseils ou dans du coaching disruptif. C'est d'expliquer aux gens ne traitez pas votre client. J'étais dans une grande compagnie d'assurance il y a quelques semaines et je leur disais arrêtez de traiter votre client comme simplement un consommateur, simplement un client payeur. C'est une compagnie d'assurance qui a un million d'assurés et ces assurés ne reçoivent que des mauvaises nouvelles. Ils reçoivent des augmentations de primes, des participations aux coûts et des refus de payer certains frais médicaux. Et je leur disais, mais essayez de changer l'expérience et considérez vos clients, vos assurés comme les membres d'une communauté. Et à partir du moment donné où ça devient des membres d'une communauté, il va falloir pour que ça devienne des membres d'une communauté, il va falloir les entretenir, il va falloir leur donner du contenu, il va falloir leur donner des produits, comme fait Pascal brillamment, des produits extraordinaires à des prix exceptionnels. Mais cette communauté, il faut lui donner quelque chose. Mais à partir du moment donné où il y a quelque chose qui est donné à cette communauté, il y a un échange. Et cette communauté va s'approprier la société, va s'approprier la business. Chez Coca, les Caucasiens, Coca, c'est leur boîte. C'est leur boîte. Et ça crée un lien et une fidélité qui est absolument extraordinaire. Et ça peut s'appliquer dans tous les domaines. Si on traite ses clients comme membres d'une communauté, ses collaborateurs, ses cadres, enfin, tout le monde, l'expérience devient complètement différente. Alors, parlant de ton expérience, tu as à un moment donné pris une forme de distance avec l'immobilier en vendant la couronne. Et puis, tu t'es intéressé à des choses et à des personnes auxquelles on ne s'attendait peut-être pas. Hein, c'est le monsieur qui a contribué à la révélation, par exemple, de Bastien Becker. Comment tu expliques ça? C'est juste un coup de cœur? Bastien, c'est surtout lui qui a fait le boulot. Mais moi, je l'ai découvert, effectivement. Je l'ai identifié et puis je lui ai proposé de... j'étais vers lui, hein, ça a été écrit et lu souvent. J'ai été vers lui un soir, tard, et je lui ai dit, est-ce que tu veux pas faire de ton métier la musique? Il m'a dit, écoute-moi, oui, mais mon père pense que le hockey sur glace, c'est un métier plus sûr. Il me dit, mais j'ai pas de producteur. Et je lui ai dit, je ne cherche plus, t'en as un. Et puis ensuite je l'ai effectivement, on s'est vu 2 jours après. Et je lui ai dit, j'y connais rien, toi non plus, mais essayons. On tente rien à essayer, tout est possible. Et ne venant pas du business, quand on vient pas d'un business, quand on se lance dans un nouveau business, et je l'ai vécu souvent, quand on se lance dans un nouveau business, on n'a pas les barrières, on n'a pas les angoisses, on n'a pas les peurs, on n'a pas été drillé par d'autres sur les dangers, les risques, etc. Et Bastien, alors pourquoi je parlais de Bastien? Parce que tu en as parlé. Oui, j'ai fait. Mais dis-nous, oui, par exemple, quelques mots. Tu apparais depuis quelques jours au conseil d'administration de Grand Chelem. Oui, c'est-à-dire que c'est pas besoin de grille-pain. Oui, c'est-à-dire que ça correspond à une période de ma vie. J'ai 54 ans. J'ai monté en une vingtaine d'années un groupe de sociétés opérationnelles que j'ai vendu en très grande partie. Donc mon métier a changé. Je suis plus un gestionnaire de PME, où il nous en reste une, et je l'ai pas vendue parce qu'elle est invendable. Donc je suis rentré dans une nouvelle phase de ma vie, une phase où j'utilise cette expérience pour la partager. Alors ça a commencé il y a 5 ans à HEC où on est venu me demander d'enseigner l'immobilier dans un cours à des 3e années bachelor. Et puis c'est devenu, on a fait appel à moi pour des chefs d'entreprise, des PME, et aujourd'hui 2 CEO de sociétés du SMI ont fait appel à moi pour non pas pour les conseiller, mais pour les coacher, pour qu'ils se remettent en question. Et puis les conseils d'administration, après il y a les brands, je dirais, qui s'ajoutent. Il
il y a des boîtes cotées, il y a HEC, etc. Et puis il y a des sociétés qui font appel à moi pour entrer dans leur conseil d'administration. Et là, je suis le coach, je suis le cauchemar plutôt pour eux. Et ils réalisent vite que je leur dis les choses. Moi, j'ai pas Mais à d'intérêt. Grand Chelem, tu vas être quoi? Alors, je suis membre du board et j'essaye de leur concrètement, j'analyse leur business. Enfin, je prends connaissance, je m'informe, je prends connaissance, je prends possession, je dirais symboliquement du business model et de la manière dont ça fonctionne. Et puis j'essaye d'amener avec mon regard très créatif et sans connaître le business, j'essaye d'amener de nouvelles formules dans un monde qui change rapidement. Je l'ai fait notamment au Montreux Jazz, dans lequel je suis dans le conseil de fondation, et où j'ai disrupté, où je suis arrivé, j'ai questionné leur modèle de sponsoring, que je ne remets pas en question, parce que c'est des très très grosses sommes. Je le remets en question parce que je leur dis que possiblement, avec le temps qui passe, les méga tickets à 500 000 ou à 1 million peuvent être difficiles et sont dangereux. Et puis, on a inventé un nouveau groupe de sponsors qui s'appelle les atypical sponsors. Donc c'est d'essayer d'amener un regard nouveau, différent, dans des sociétés où le fondateur de la société a d'abord été self-employed pendant des années, il a été à son compte, donc il a tout fait, le 360 degrés, juste le truc impossible, juste le truc horrible que personne ne veut. Il y a tellement de gens qui veulent devenir entrepreneurs parce qu'ils ne savent pas toute cette merde qu'il y a derrière. Hein. Et donc on se lance, après on n'a plus le choix, on ne recule plus. Et puis, on gère ce 360 degrés, on gère tout. Et puis, ils sont self-employed. Et puis, quand leur société se développe, ils doivent changer de métier. Et c'est peut-être encore plus difficile. Peut-être l'étape encore plus difficile, c'est de passer de self-employed à business owner, à chef d'entreprise. Et ils ont travaillé comme des dingues en créant de la valeur et un business fantastique. Mais à un moment donné, ils ont besoin d'un regard différent. Le regard différent chez Coca, il vient de qui? Il vient de l'interne? Il vient de la communauté? Des deux? En fait, la communauté, elle a besoin d'interaction un petit peu. Elle a besoin que tu les chauffes un peu. Donc, du coup, le regard, il vient vraiment de l'interne. C'est clair que on est, comme tu le disais avant, on est vachement à l'écoute de ce que les gens veulent et puis de ce qui les fait marrer aussi. Et puis, l'idée, c'est quand même de venir avec des concepts qui vont étonner aussi. Et je vais prendre un exemple assez sympa parce qu'il m'a bien fait marrer. Le 1er avril dernier, on a fait un truc assez marrant. On a lancé un espèce de petit teaser là, de worldwillchange.com. Et puis il y avait une vidéo avec le père Picard là, qui disait oh les gars c'est des fous, je sais pas quoi machin. Puis le père Borchberg qui dit à côté oh ouais les gars ils sont bons machin et tout. Puis le 1er avril on lance le site lunarimpulse.com. Puis là, on arrive sur le site, puis on dit, ben voilà, vous pouvez soutenir l'avion lunaire. Et puis on a fait une imitation, on avait Fernand Ricard et puis René Boomberg, c'était nos deux. Et puis les gens pouvaient soutenir le projet à hauteur de 10 balles, tu vois. Et puis les gens, je voyais que les gens n'arrêtaient pas d'acheter, donc on a arrêté à 4000 personnes, donc on a récolté 40 000 francs. Et puis, je voyais que les gens, ils aimaient bien la vidéo, quoi. Ils disaient, ouais, c'est sympa l'équipe. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va leur envoyer, tu vois. Bon, déjà, on leur a rendu leur 10 balles, c'était fun, mais on leur a envoyé du coup un avion en Sagex à monter, comme quand on était gosse, là, c'est des trucs. Mais ce qui est intéressant à retenir par rapport à ça, c'est que les gens, quand ils te mettent 10 balles pour un projet fictif comme ça, ils savent que derrière, ils ont confiance finalement en toi, parce qu'ils savent que tu ne vas pas leur faire à l'envers. Tu vois. Et puis ils se disent, peu importe, vous m'avez fait tellement rire, je mets les 10 balles, puis on verra ce que je reçois. Et après, donc cette confiance en fait de cette communauté, elle est hyper forte. Mais elle est hyper forte aussi parce qu'il y a un truc qui est, selon moi, extrêmement important, c'est le côté transparent. Quand tu as un forum où les gens ils viennent puis ils te disent ah ouais ce que tu fais c'est pas bien ou ce que tu fais c'est bien ou vous devriez changer ci, ça, etc. Puis que tu es là pour répondre, ça donne une sacrée différence. Et pour revenir, donc la semaine prochaine au cas où je peux vous dévoiler une offre future parce que Mix et Remix a 2-3 trucs à proposer sur Coca, donc vous risquez de retrouver son livre la semaine prochaine j'essaie de le piquer un petit peu vu qu'il peut nous allumer librement. Voilà. Dans la salle. Quelqu'un veut lancer un défi au fondateur de Coca? Trouve-moi ce produit à un prix hors concurrence ou un service. Pensez-y et quand on termine, il y en a un qui a le droit de lancer un défi à Pascal Meyer. Patrick, comment est-ce que tu vois ou qu'est-ce que tu conseillerais? Parce que finalement, dans tes cours de bachelor au HEC,
tu transmets surtout du savoir-faire, c'est-à-dire c'est souvent ce qui manque dans les études, c'est les applications pratiques. Là, j'ai pas de cadre parce que j'y suis jamais allé avant de donner des cours à HEC. J'avais jamais été à l'Uni, j'ai pas de matu et donc je pouvais pas rentrer dans cet établissement. Peut-être la cafétéria, mais et donc j'ai pas. Je veux dire, la seule mission, la seule chose la seule valeur ajoutée que je peux apporter, c'est le partage de mon expérience. Et fondamentalement, c'est ce partage d'expérience qui leur apporte beaucoup apparemment, parce que vu le succès du cours qui est passé de 40 élèves en 40 étudiants il y a 5 ans, il y en a 330 cette année. Et donc c'est vraiment c'est raconter des choses, raconter un parcours de vie. Comment est-ce qu'on devient promoteur immobilier? Ben, moi, j'y connaissais rien au début. Il faut bien commencer quelque part, et puis on commence avec quelque chose de petit, puis on finit par faire des choses plus grandes. Et voilà, donc c'est vraiment le partage d'expérience. À tous les deux, est-ce qu'il n'y a pas le risque, parce que vous êtes aujourd'hui quand même des vedettes, et le risque de devenir un peu le gourou, de dire Patrick Delarive, voilà, il est parti de rien, ça fait rêver tout le monde, et puis voilà ce qu'il est aujourd'hui, on le voit dans pas mal de choses, c'est d'abord la réussite qui reste, il y a certainement eu quelques échecs, mais quand ça marche bien et qu'on va de l'avant, c'est ce qu'on retient, c'est la réussite. Comment est-ce que c'est un risque que vous craignez, qui se gère, ou comment vous l'appréhendez? Alors, si tu permets, Patrick, je vais commencer par répondre. Alors déjà, en tout cas, en ce qui me concerne, et je suis sûr que ça concerne aussi Patrick, il y a déjà nullement le truc de vedette ou je sais pas quoi. Et puis deux, en fait, du moment où tu restes toi-même et puis que tu continues à aller boire des verres dans les bars avec tes potes et puis que tu te prends les pieds de tôle de temps en temps, tu restes quelqu'un de normal. Donc pour moi... Pour moi, en fait, c'est vraiment le fait de rester soi-même, ou bien, comme disait la petite Jacquignol ce matin, elle disait il faut rester authentique. Alors, je pense qu'en fait, en restant authentique, finalement, il n'y a rien de... Sois pas différent, quoi. Je veux dire, c'est clair que si tu dois commencer à être une vedette, alors on va prendre une vraie vedette comme Bastian Baker, je pense qu'à gérer, ça doit être plus chaud bouillant, parce que dans la rue, il se fait arrêter, t'es avec les gonzesses, elles font, il a du bol. Donc, pas vrai, Stéphanie? Elle se reconnaîtra. Continue, Pascal. Donc voilà, en fait, non, pour répondre à ta question, en fait, si tu restes finalement toi-même, il n'y a déjà pas de souci, puis on n'est de loin pas des vedettes, je veux dire, on est tout nu, puis on crève tout nu, tu vois. Patrick? Oui, moi je rejoins Pascal, c'est certainement pour ça qu'on s'entend, c'est-à-dire qu'on a des attitudes qui sont normales. Moi, en ce qui me concerne, je vois pas ce qu'on appelle le succès, je vois pas mon succès. Donc j'ai un regard, j'ai une manière, j'ai pas d'arrogance qui est liée à ça. Et puis, ce que je dirais dans les affaires, c'est que alors il y a ce que quand les médias s'intéressent un peu à nous, il y a ce qu'on a à dire, parce que les médias s'intéressent si on a quelque chose à dire, et puis il y a ce qu'on fait, et derrière ça, derrière ces succès dont on parle, il y a aussi beaucoup de sociétés, beaucoup d'activités qui fonctionnent pas comme on pensait. Qui, quand on se lance dans de nouveaux secteurs d'activité, parce qu'elle l'a fait sur la base du même concept aussi, quand on rentre dans un nouveau business, on a deux solutions, ou on va sur des bancs d'école pendant 3 ans et on va apprendre le business chez d'autres, ou alors on se lance, et en se lançant, il y a un coût. D'un côté, il y a le coût d'années d'études et de travail pour d'autres, et puis quand on se lance dans quelque chose, moi, ça m'a toujours coûté quelques centaines de milliers de francs comme ticket d'entrée. Et donc, ça reste très, très difficile. La particularité des entrepreneurs que nous sommes, c'est qu'on a plein d'idées, on a des équipes qui sont prêtes à nous suivre, corps et âme, et puis, mais on manque systématiquement de ressources pour les mettre en œuvre, alors financières ou humaines, alors que les grandes entreprises, essayez d'amener une idée dans une grande entreprise. On vous dit dans les yeux, ton idée est géniale, mais si tu arrives à faire 5 ou 10%, si tu arrives à la réaliser à 10%, tu es un génie. Donc, par rapport à ça, pour revenir à l'entrepreneur, il est toujours exposé. Il est toujours exposé et il n'a pas les ressources pour faire face à
au phénomène du signe noir, de l'événement imprévu, violent qui va arriver dans son secteur d'activité. Et c'est vraisemblablement pour ça, de manière inconsciente, que je me suis diversifié dans plusieurs secteurs d'activité, par crainte de voir un secteur dans lequel je me suis trop investi qui tout à coup souffrirait et me ferait gérer qu'une seule chose. Merci, messieurs. Qui lance le défi à Coca? Ici, au centre. Si on peut donner le micro, comme ça tout le monde en profite. Ah, je suis désolé. Bon, allez-y, allez-y. Ah bah lui, il avait l'air plus sympa, c'est pour ça. Non, mais... Ah, Il y en a deux. Alors bonjour à tous, Emmanuel Cabrita de la BCV, Direction Générale à Lausanne. Oula, Ça, c'est pour la version sérieuse. Une cravate, tu bosses dans une Ça, banque. c'est pour On la va être version- poète, on va être Ah. poète, vas-y. Ça, c'est pour la version sérieuse, alias Sodade de Coca, Caucasien, la famille. Et puis, alors moi j'ai un défi qui peut être très sympathique, c'est qu'on se retrouve un vendredi en fin d'après-midi à l'aéroport de Genève. Il y a un Airbus qui nous attend, on part toute la famille caucasienne. Et puis, destination, on ne sait pas, jusqu'au dimanche soir. Alors, je vais pas trahir de secret, mais en fait, je pense que t'es pas dans le faux, parce qu'il y a un projet comme ça avec une célèbre compagnie d'aviation très sympathique, qui est peut-être comme ça dans le pipeline et qui se rapproche, assez proche de ce truc. Ça m'emmerde juste, tu l'as dit déjà devant tout le monde, parce que du coup l'effet de surprise est un peu moins haut, mais il y a un projet comme ça similaire, et on a de la chance de pouvoir travailler avec des partenaires qui sont créatifs. Donc, je mets un peu de pression comme ça, et le gars il se dit merde, je suis obligé de faire le truc, parce qu'il y a M. Suisse qui est là, donc on chauffe un je peu. crains fort que ça se passe à quelques mètres, hein, à la table des intervenants. On en saura peut-être plus cet après-midi. Mais il se pourrait qu'on soit proche de ça. Voilà, on donne aussi la parole, et puis comme ça, il pourra choisir un monsieur au fond. Merci, Management. Un billet chez Virgin Galactic à 40% de discount. Un des 700 billets qui sont déjà partis. Il y en a quelques-uns qui sont encore disponibles, je crois. Et il coûte $200 000 pour partir dans l'espace. T'es en retard, Gaillard. Au mois de décembre l'année passée, on a vendu des vols en apesanteur justement qui simulent l'espace. C'est plus sympa. T'as moins de chances de claquer en vol. Tu vois, Voilà, merci. Ouais, allez, on donne un troisième parce que vous le demandez. Allez-y. Salut Pascal. Une Tesla à 15 000 francs. Parce que les Américains, ils sont un petit peu lents, donc ce serait bien qu'on avance un peu la cadence, tu vois. Ok, on va essayer de les chauffer, alors, les gens de chez Tesla. Mais ils sont un peu difficiles à travailler, mais on va y penser. Bon, vous nous tenez au courant. Merci, messieurs. Je vous prie de rejoindre votre table et je demande à Yves et à Alex de reprendre possession de la salle.